Comme en amour, il y a toujours une entreprise pour tout le monde. Il faut juste la chercher et il faut juste en fait ne pas essayer de vouloir forcer complètement les choses. Donc cette jeunesse, la vraie différence qu'elle a avec nous, c'est que nous, on est toujours dans un mood qui est de dire c'est pas grave, on va avancer, je vais postuler quand même. Eux, non, terminé, tu me donnes pas, je veux ailleurs, je vais faire autre chose. Et ils ont raison. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast vidéo Hypo Jobs of Tomorrow. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Nicolas Passetti. C'est la star des RH sur les réseaux sociaux et il est plus connu sous le nom du barbu qui parle RH. Sa chaîne YouTube où il décrypte les méthodes de recrutement et de marketing RH avec un style qui nous plaît à tous beaucoup puisque c'est sans langue de bois. Et il est aussi CEO d'une agence qui accompagne au quotidien des RH vers l'adoption de ces nouvelles méthodes de recrutement et de communication. Et donc, comme il connaît tous les secrets des recruteurs, je lui ai demandé de venir vous parler directement à vous, les candidats, les salariés en quête de sens et ceux qui veulent se reconvertir. Donc, on va axer notre discussion sur sa vision de l'évolution du marché du travail pour vous donner les clés et comprendre comment tirer votre épingle du jeu. Salut Nicolas. Salut Anne-Laure, comment ça va? Ça va, merci. Je suis hyper contente de t'avoir. Donc, pour commencer et pour apprendre un peu à te connaître aussi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours parce que quand je l'ai découvert moi-même, ça m'a étonnée. J'ai trouvé ça assez cool et génial. Donc, je voudrais bien que tu nous en parles parce que tu as commencé par une prépa veto, tu as aussi fait un doc de bio, puis une maîtrise d'histoire à la Sorbonne, carrément. Et maintenant, donc, tu es expert en marketing RH et CEO d'agence. Alors voilà, moi, j'adore ce chemin qui s'est construit. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Comment ça s'est fait? Et ensuite, j'aurais d'autres questions pour toi. Ok. Bon, je vais la faire courte parce que sinon on pourrait passer 4 heures. Depuis tout petit, je voulais faire vétérinaire, c'était trop cool. Et les événements ont fait que je ne suis pas rentré en classe préparatoire classique, je suis rentré en classe préparatoire par la fac. Et donc à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment une volonté finale de métier qui était un peu bizarre. Je voulais être éthologue. Donc l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Tu vois, mine de rien, le cheminement est là, parce qu'aujourd'hui, j'étudie un peu plus le comportement humain. Mon rêve, c'était d'aller étudier les dugons en Nouvelle-Calédonie. Tu vois, c'était vraiment ça. Les dugons, c'est des grosses vaches de mer, c'est des gros animaux qui vont brouter le sol, qui sont complètement inoffensifs, mais qui sont absolument géniaux dans leur rapport entre eux. Et c'était vraiment mon rêve. Sauf que quand j'ai parlé avec des éthologues, parce qu'à la fac, tu peux le faire, ce que tu peux pas faire en classe préparatoire. Quand j'ai parlé à des éthologues, en gros, ils t'expliquent que tu fais entre 12 et 15 ans d'études et qu'à l'époque, quand je l'ai fait, donc c'était il y a longtemps parce que je suis vieux quand même, il y avait une dizaine d'éthologues en France et donc ça fait très peu et qui passaient plusieurs années en fait après aller chercher des financements pour pouvoir aller passer quelques mois à étudier les animaux. Mais voilà, ça a un peu cassé l'histoire, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais. Donc j'ai eu ma première année de prépa, et donc c'était en doc de bio, mais j'avais eu ma première année de prépa veto. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et puis là, je savais pas trop, et puis je savais que j'aimais bien l'histoire. Donc je me suis dit allez, vas-y, feu, on va tester. Donc j'ai fait un dossier pour la Sorbonne. À l'époque, il n'y avait pas Parcoursup, donc c'était un peu plus simple. Il fallait montrer sa motivation, il fallait expliquer le pourquoi du comment, son parcours. Donc j'avais fait tout un entretien pour pouvoir le faire. Et je suis rentré en histoire à la Sorbonne, en doc d'histoire à la Sorbonne. Hyper cool, franchement j'ai vraiment ultra kiffé, c'était génial, j'ai appris des trucs absolument fantastiques. Je me suis spécialisé au départ en byzantine, après je me suis spécialisé en Mésopotamie. J'ai appris du cunéiforme, tu vois, le cunéiforme c'est la manière d'écrire avec des coins sur les tablettes mésopotamiennes. Enfin, bon, j'ai appris des choses absolument extraordinaires, c'était vraiment fantastique. Et puis après, je me suis un peu plus spécialisé sur des sujets qui sont des sujets, encore une fois, de sociologie, tu vois, on y revient un peu, parce que j'ai fait une maîtrise d'histoire sur l'intégration sociale, parce que j'ai fait du rugby pendant longtemps, et notamment du rugby dans des cités parisiennes, et j'ai fait ma maîtrise d'histoire sur de la micro-story, en fait, sur l'histoire contemporaine, qui était l'intégration sociale par le sport. Un sujet qui est vraiment d'actualité, hein, clairement, et je l'ai basé sur le sport, sur le rugby, donc j'ai fait là-dessus, et je devais faire une thèse derrière. Et quand tu fais ta thèse en histoire à l'époque, on te dit va passer tes concours parce que comme ça, tu auras tes concours. Et une fois que tu auras tes concours, tu pourras faire ta thèse et tu seras assuré d'avoir un métier derrière si tu n'as pas forcément de place dans un laboratoire. Donc je suis allé passer mes concours. Et là, je les ai ratés. Je les ai ratés 2 fois. J'ai loupé 2 fois l'agrégation. Alors avec brio, hein, parce que je l'ai loupé à pas beaucoup à chaque fois. Mais je l'ai loupé. Et la première fois, c'était vraiment parce que j'avais pas forcément fait le job. Et la deuxième fois, c'était vraiment, je me suis senti frustré parce que
parce que j'avais fait ce qu'il fallait, c'était un peu plus un délit de sale gueule. Donc je me suis dit, bah écoute, va faire autre chose. Et depuis 2 ans, j'avais un pote qui me tannait pour pouvoir rentrer dans sa boîte qui vendait des médias web en me disant, bah écoute, viens vendre, je suis sûr que ça t'ira bien, ce côté aller parler avec les gens, ce côté machin et tout. Et la deuxième année, je lui dis, bah écoute, vas-y, feu, on y va. On va y aller et puis on va tester. Donc voilà. Donc j'ai passé des entretiens et puis je vais te raconter une autre anecdote qui est assez marrante. Donc j'ai passé des entretiens, c'est très bien passé. Et j'ai passé le deuxième entretien avec le DRH et avec la DRH et le directeur commercial de l'époque. Et moi, je voulais pas faire de télévente si jamais je voulais venir, parce que j'avais pas du tout d'intérêt au départ à entrer dans une boîte comme ça. Je voulais bien relever le challenge, ça pouvait être cool. Mais si jamais je relevais le challenge, c'était uniquement parce que j'allais voir des gens sur le terrain, j'allais discuter avec eux, j'allais essayer d'avancer justement sur des problématiques RH, parce que c'était une boîte qui vendait des produits RH. Et ils ne voulaient pas au départ me prendre sur le terrain, ils voulaient me prendre juste en télévente. Donc je leur ai dit, bah, ok, très bien, bah, si vous voulez me prendre, vous me prenez sur le terrain, sinon c'est pas grave, on va faire autre chose de notre vie. Et le directeur commercial, et ça je l'ai su bien après, le directeur commercial a parié un resto avec la DRH que j'allais faire plus de 6 mois dans l'entreprise. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont testé et qu'ils m'ont pris. Et que ça a conditionné en fait toute la suite derrière. C'est-à-dire que mon embauche a été due à un pari. Et puis après, je suis rentré dedans. Ça s'est très bien passé parce que commercialement, bah, j'ai appris un métier enfin, qui s'apprend pas en fait, qui se vit à partir du moment où tu aimes bien les gens, ça se passe plutôt bien. Donc commercialement, ça se passait bien et j'ai surtout découvert le monde des RH. Et là, j'ai découvert un monde absolument fantastique et extraordinaire où bah, tu découvres tous les jours des nouvelles choses, des nouveaux postes, des nouvelles problématiques, des nouvelles entreprises, des nouvelles visions, des nouvelles manières de voir. Je les ai vécues au départ sous l'angle du je vends un produit, parce que là, je vendais des médias. Et j'ai fait 4 ans et demi dans cette boîte. Et au bout de 4 ans et demi, bah, je me suis dit, écoute, on va faire autre chose. On va essayer de monter une agence pour pouvoir conseiller plutôt que de vendre. Je voulais plus vendre un produit, donc c'est-à-dire dire, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Parce que c'est pas forcément vrai, en fait. Et les gens n'ont pas forcément besoin de ton produit. Et quand tu le sais, mais que tu es commercial, tu es quand même obligé de vendre ton produit. Et là, le fait de passer du côté agence, tu te dis, bah, écoute, je vais essayer plutôt d'accompagner les entreprises à comprendre leurs problématiques et à essayer d'utiliser les meilleurs outils possibles et de temps en temps à ne pas utiliser d'outils pour pouvoir justement répondre à leurs demandes. Et c'est là où j'ai monté l'agence. Et ça, j'ai monté l'agence en 2012. Et tu vois, bah, ça fait 14 ans cette année. Et puis on s'amuse toujours autant parce que le monde du recrutement est en constante évolution, que ce qui existait il y a 14 ans n'est plus du tout d'actualité, qu'il y a plein de bouleversements qui sont arrivés, l'intelligence artificielle, plein d'évolutions à droite et à gauche, la problématique du secteur et du marché de l'emploi et le changement de paradigme global après la crise du Covid et tout ça. Enfin, on vit des trucs et des changements absolument constants. Donc voilà. C'est chouette, non, parce que ce genre de parcours, on comprend en fait, enfin, je pense que ça peut parler à pas mal de gens, hein, d'être dans des études qui finalement trouvent pas une application, on va dire, dans le monde du travail. Toi, en fait, t'as été tu as pris les devants en te renseignant davantage très tôt et en comprenant qu'il y a des choses qu'elle n'allait pas pouvoir le faire selon ta vision. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, tu sais, dans un bilan de compétences, parce que donc, chez Hypo AI, on essaye d'accompagner les gens vers des transitions professionnelles et se reconvertir. Et parfois, on a une idéalisation de ce qu'on pourrait faire d'un métier ou d'un secteur. Et l'idée, c'est justement de discuter, faire des entretiens pour peut-être redescendre sur Terre ou peut-être trouver des choses encore mieux. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se confronter à la réalité parce que voilà, sinon on part avec une idée en tête qui est pas la bonne et on risque d'être déçu. Donc en fait, toi, très tôt, en fait, tu as fait ta reconversion. Donc tu as coupé court à tout ça assez rapidement. Mais ce que je vois, c'est que en fait, tu es quelqu'un de passionné. Donc, dès qu'on te met quelque part, tu te passionnes pour ce qu'on te met entre les mains. Donc, que ce soit finalement ces animaux ou l'histoire, les tablettes d'argile en Mésopotamie ou bah voilà, le domaine des RH, un des outils, tu t'en fais ton sujet de passion en fait. Donc sûrement qu'en entretien, c'est ça qui s'est vu, non? Parce que, tu vois, l'idée là, c'était que tu reviennes un peu là-dessus aussi. Parce que moi, je sais que c'est pas facile de sortir des sentiers battus, de pas rentrer dans des cases, qu'on aime bien. On a l'impression que les recruteurs vont aimer le CV parfait, de la personne qui a le parcours parfait, donc qui rentre dans une case. Et quand on veut se reconvertir ou que justement on veut prendre une tangente, on prend un risque. Et en fait, comment on peut rassurer ces gens sur le fait que ce parcours en zigzag, il peut fonctionner? Et quel est le conseil que tu pourrais donner, par exemple, là-dessus? En fait, moi j'ai une philosophie qui est un peu particulière. C'est que, en gros, comme depuis tout petit, j'ai fait plein de métiers différents quand j'étais plus jeune, je sais que demain je peux trouver du travail. Et on a beau dire ce qu'on veut, si jamais on veut bosser, on peut trouver du travail.
C'est une réalité. C'est pas forcément le travail qui est rêvé, mais on peut trouver du travail. Demain, moi j'ai bossé pendant longtemps dans des bars, dans des restaurants, j'ai fait du ménage dans des hôpitaux, j'ai fait des déménagements, j'ai soulevé des palettes de ciment parce que j'ai bossé dans le bâtiment. Tu vois, j'ai fait plein de choses comme ça. Et je sais que demain, si j'ai besoin, je pourrais le faire, tu vois. Et il y a plein de gens en fait qui pourraient le faire. C'est pas forcément toujours les meilleurs métiers du monde parce que c'est pas ceux qui sont le plus valorisés. Le service dans les restos, c'est un peu mieux, mais c'est vrai que le ménage, c'est pas valorisé, mais ça reste un métier. Et il y a des boîtes qui cherchent aujourd'hui, clairement, dans ces métiers-là. Donc ça veut dire que demain, si tu as besoin de bosser, tu peux bosser. Et ça a toujours été ma philosophie, ça a été de me dire, bah, écoute, vas-y, je tente des trucs, je pars à droite, à gauche, je suis les chemins qui s'ouvrent à moi, j'écoute les gens, je regarde les opportunités et j'y vais. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que si jamais demain ça marche pas, bah, très bien, bah, je vais faire autre chose. Et c'est pas un drame, tu vois. Et puis, on trouvera toujours un moyen, tu vois, de subvenir aux besoins, de subvenir aux besoins de la famille, parce que bah, des métiers, il y en a. Alors, c'est pas forcément facile pour tout le monde, hein. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Et c'est sûr et certain que quand tu touches un bon salaire, qu'après demain tu dois retomber sur un métier qui touche un moins bon salaire, bah, tu dois faire plein de sacrifices, plein de sujets. Mais si c'est une période transitoire pour pouvoir aller là où tu veux aller après, eh ben ça marchera. Sauf que si jamais tu veux absolument faire ce pourquoi tu as été et tu veux garder ton rang, ça c'est un problème. Et donc du coup, tu te caches des voies qui pourraient être en fait ouvertes à toi. Donc de mon point de vue, c'est déjà s'ouvrir à tout ce qui est possible et imaginable, parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu n'imagines absolument pas qui peuvent s'ouvrir à toi. Moi, j'aurais jamais pensé quand j'ai mis les pieds par rapport à Spot qui m'a dit de venir. J'aurais jamais pensé en fait faire le parcours que j'ai fait derrière, quoi, tu vois, c'était juste improbable, quoi, tu vois. Et au final, c'est cette rentrée dans cette boîte-là qui a conditionné tout le reste et le fait qu'on se parle aujourd'hui. Sinon, jamais ça aurait été le cas. Et de la même manière, si j'étais rentré en classe préparatoire et non pas en classe préparatoire par rapport à la fac, j'aurais jamais eu cet échange avec ces personnes qui étaient éthologues parce qu'en classe préparatoire classique, en fait, tu es enfermé, tu es dans un carcan et donc j'aurais certainement été vétérinaire aujourd'hui, tu vois. Donc ouvrir le champ des possibles, il est là. Et puis surtout, se dire que, bah, écoute, on n'est pas plus bête qu'un autre. Et puis demain, si on a besoin de bosser, du boulot, il y en a. Et on trouvera toujours de quoi faire et de quoi nourrir sa famille. Tu vois, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est nécessaire pour tout le monde. Et je pense qu'à partir du moment où tu parles là-dessus, bah, tu peux ouvrir un peu plus tes chakras et essayer d'aller hors des sentiers battus, justement. C'est ça qui fait une grande différence entre et ce qu'on peut ressentir qui est du non-verbal, hein, mais quand on est en face à un recruteur justement et qu'on montre qu'on a confiance en soi, qu'on montre qu'on est capable de faire beaucoup d'efforts et de prendre n'importe quel job pour travailler parce qu'il faut bosser, la personne en face peut ne percevoir ça que de manière positive en fait. Et alors j'avais noté comme petite question aussi, par exemple le diplôme aujourd'hui. En France, on sait qu'on a un pays où le diplôme compte beaucoup. Enfin, je sais pas, c'est en tout cas la réputation qu'a la France à ce sujet-là. Je sais pas si c'est un mythe ou une réalité. Toi qui es là-dedans un petit peu, comment est-ce que ça évolue déjà ou comment tu le perçois aujourd'hui? Alors, oui, on a plein de défauts en France, ça c'est une certitude. On a plein de qualités, mais on a plein de défauts. Et cet aspect du diplôme fait partie des défauts qu'on a, hein, clairement. Mais c'est plutôt sur une côté structuration en fait du recrutement. C'est-à-dire que le diplôme aujourd'hui rassure les recruteurs parce que le fait de se dire telle personne a tel diplôme, ça sanctionne potentiellement telle compétence. Ce qui est en soi vrai, mais ce qui n'est pas réellement vrai dans la réalité et l'opérationnalité en fait des choses dans une entreprise. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir quelqu'un qui a un diplôme et en plus qu'il l'a avec des bonnes notes parce qu'il était scolaire, parce que ci ou ça, et qui au final, dans l'opérationnel, dans la boîte, en fait, se comporte pas très bien. Et quelqu'un qui a le même diplôme, par exemple, si tu restes sur le diplôme, mais qui l'a moins bien eu, et qui au final est très opérationnel et s'adapte très bien à ta boîte, est un élément qui est beaucoup plus important. Et puis tu peux avoir l'autre personne qui n'a pas de diplôme et qui aujourd'hui est encore plus performante comment dire, que ces deux personnes qui ont un diplôme. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, les recruteurs font avec ce qu'ils ont. Et le diplôme aujourd'hui, dans la manière de recruter en France, il est nécessaire pour trier dès le départ. Donc on ne peut pas leur jeter l'opprobre en disant bon ben voilà aujourd'hui comment dire, tu regardes pas à côté, tu vas pas voir, ouais mais j'ai pas le temps quoi. Le problème c'est que le système en fait en France est fait comme ça
et on a trop peu de rôle modèles qui montrent que c'est faisable autrement. Parce que c'est un problème de société globale. C'est-à-dire qu'en France, le parcours, c'est tu fais ça, tu as un diplôme, boum, boum, boum. Parce qu'on n'a pas la même manière de penser que les anglo-saxons, qui vont être que tu peux avoir le culte du self-made man, tu vois, qui est je me suis construit tout seul, je suis monté tout seul, tu vois. Aujourd'hui, on ne l'a pas en France, et c'est même pire. C'est-à-dire que dans un point de vue de société, la personne qui s'est faite toute seule, qui a réussi et tout, on va avoir tendance, en fait, à la tancer et à la ranger plutôt du côté c'est la personne qui profite, qui gagne et tout, ainsi de suite. Ce côté-là, il est problématique, tu vois. Donc c'est pas facile. Maintenant, est-ce que les choses changent? Oui, elles sont en train de changer et je pense que dans l'avenir, elles changeront énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à se positionner en SBO. Ce qu'on appelle le SBO, c'est la Skills Based Organization. Tu vois, c'est le côté de dire, j'ai une entreprise qui base le développement de ses postes à l'intérieur de l'entreprise et des personnes à l'intérieur qui font l'entreprise, en fait, sur les compétences. Et non pas sur une fiche de poste et non pas sur un diplôme, mais sur des compétences précises. Et ça, l'intelligence artificielle le permet et permet aux recruteurs de pouvoir le faire de manière plus simple. Pourquoi? Parce qu'elle va justement aller, elle, creuser et faire le travail que le recruteur ou la recruteuse n'a pas forcément le temps de faire matériel, c'est-à-dire d'aller creuser, d'aller comprendre les signaux qu'il va y avoir dans un CV pour les mettre en rapport par rapport à la demande et à l'adéquation, tu vois, de la fiche de poste, entre guillemets. La fiche de poste est en train de changer aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de faire une fiche de poste en disant j'ai besoin que la personne ait tel diplôme, tel truc, tel machin. Non, j'ai besoin d'une personne qui ait telle compétence, qui soit complémentaire avec l'équipe pour pouvoir justement développer l'entreprise dans le sens où je veux la développer par rapport à mes compétences manquantes. Et donc, de ce point de vue-là, on va aller piocher des gens d'une manière plus ouverte en disant, écoute, je m'en fous qu'il ait fait ce job-là avant ou pas. L'important, c'est qu'il ait cette compétence-là ou qu'il ait une partie de ce stack de compétences que moi, après, je puisse développer à travers des formations en interne pour pouvoir l'amener là où je veux. Ce système de SBO, il est quand même clairement en train d'entrer dans les mœurs. Et je pense que dans les années à venir, ça va être ça. Ça va être un bienfait énorme pour les candidates et les candidats, ça c'est sûr, mais c'est aussi avant tout, si ça change, c'est parce que ça a un intérêt pour les entreprises et que les entreprises le comprennent. C'est-à-dire qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, les choses sont fluctuantes. Déjà, on a le côté complètement, la table s'est complètement renversée avec l'intelligence artificielle et autres, hein, et tout un tas de numérisation et de digitalisation de choses qui font que tu as tout un tas de compétences qui deviennent obsolètes au bout de très peu de temps. L'OCDE dit que aujourd'hui une compétence technique dans l'IT, elle est obsolète au bout de 12 à 18 mois. Enfin, c'est juste aberrant. C'est-à-dire que tu apprends un truc, 18 mois plus tard, tu n'en as plus besoin, quoi, tu vois. Enfin, c'est juste ouf. Donc ça veut dire que les boîtes commencent à comprendre qu'il faut une certaine agilité dans la manière d'appréhender la GPEC, ou aujourd'hui c'est plutôt la GEPP, tu vois, d'appréhender la formation des collaborateurs, la formation continue au sein de l'entreprise, la formation à des compétences réelles, tu vois, la complémentarité des compétences entre les équipes, et non plus, tiens, telle personne va forcément faire ça, bah non, je peux avoir mon équipe, et puis finalement j'ai une autre personne qui a une compétence dans un autre service, je peux la prendre pour un projet et l'amener ici parce qu'elle va m'apporter une compétence que je n'ai plus à l'intérieur. Tu vois, elle commence à comprendre en fait que la complémentarité des compétences est plus importante que d'avoir une personne qui est censée tout avoir ou qui doit répondre vraiment à un champ donné. Et surtout que ces compétences-là, elles peuvent s'acquérir avec le temps et se développer de par cette obsolescence. Donc je pense que c'est clairement en train de changer et ça, l'IA le permet, à partir du moment où tu l'utilises bien et où tu sais bien le structurer, l'IA le permet et il permet vraiment d'ouvrir les chakras. Ce changement de modèle, de mindset global, en fait, il est vraiment en train d'être là. Il est initié au départ par des grosses entreprises, parce qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui commencent à se transformer en SBO. Et je pense qu'il y a pas mal de moyennes, et les petites le font toujours, mais il y a pas mal de moyennes qui commencent à s'y mettre. Ça peut rassurer plein de gens qui, justement, ont envie peut-être de se reconvertir et de mettre en valeur leurs compétences plutôt que les soft skills, etc., plutôt que les hard skills précises et techniques. Tu vois, dans nos bilans, par exemple, l'IA identifie, à partir de ton CV, tes hard skills, tes soft skills, mais aussi les skills qui sont transférables dans un secteur et les skills qui sont irremplaçables par l'IA pour justement que tu mises bien dessus. Et qu'on comprend bien cette idée de skills plus générales et qui peut s'inscrire dans plein de postes, en fait. Donc, là, c'est une question, là, c'est les recruteurs qui doivent ouvrir leur chakra pour permettre à d'autres de venir et de prendre des postes qui n'auraient pas été ouverts comme ça si facilement avant. Je fais juste une parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Je pense qu'il faudrait axer non pas uniquement sur les compétences qui sont irremplaçables par l'IA, il faudra axer sur les compétences en fait qui sont augmentables par l'IA. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a toujours tendance, si tu préfères, à faire
une sorte de scinder les choses de manière un peu manichéenne, à dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire que l'IA peut pas faire, et qu'est-ce que je fais que l'IA fait, qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien comprendre que l'IA, en fait, est juste un outil qui ne peut servir à des personnes et réellement à une entreprise uniquement si la personne qui utilise cet outil est compétente sur le sujet qu'elle demande et est capable de pouvoir juger et jauger l'intelligence artificielle. Donc l'idée n'est pas de dire qu'est-ce que l'IA va remplacer ou ne va pas remplacer, l'idée est de dire est-ce que moi, je suis suffisamment compétent dans mon domaine pour faire en sorte que j'utilise l'IA pour augmenter ce que je suis en train de faire. Moi, j'utilise énormément l'intelligence artificielle au quotidien. Mais pourquoi? Parce que je le fais sur des domaines en fait que je connais. Sur les domaines que je connais pas, je le fais juste pour me poser des questions. Mais pour le coup, j'ai pas de voilà. Je le fais sur des domaines que je connais. Ça me permet de juger et de jauger si ce que me dit l'IA c'est vrai, c'est faux. Ça permet de gagner du temps sur certains sujets et ça permet aussi de m'ouvrir sur d'autres points. Moi, tu vois, on reprend le sujet du SBO. C'est un sujet que je connais plutôt pas mal parce que ça fait quelques années que je le travaille quand même, tu vois. Et quand je demande des choses à l'IA sur le SBO, tu vois, de m'aider à construire des documents, des confs, des prises de parole et tout, je veux en fait juste écouter ce qu'elle a à dire. Et le fait d'écouter ce qu'elle a à dire, ça me permet de voir, ok, ça, pour moi, c'est bon, c'est mon socle commun. Ça, c'est bullshit. Et putain, il y a toute cette partie-là. Je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Donc ça m'intéresse. Et là, je vais aller creuser dessus. Et là, je vais aller m'informer. Je vais aller découvrir des nouvelles choses qui vont enrichir en fait ma réflexion de base. Donc du coup, ça veut dire que l'IA qui pourrait me remplacer, parce qu'on pourrait dire, bah, ok, aujourd'hui parler du SBO, Nicolas il le fait, mais finalement, je demande à l'IA ce que c'est que du SBO, bah, ça me le fait. Ok, d'accord, mais tu sais pas réellement si ce que l'IA va te dire c'est vrai, tu connaîtras pas les applications opérationnelles, tu ne sauras pas tout ça. Par contre, moi qui vais me servir de l'IA pour créer tout un contenu SBO, là, ça aura plus de sens. Donc du coup, je pense qu'il ne faut pas juste faire cette dichotomie-là et se dire, ok, il y a les irremplaçables, il y a les full automatisables, ça on sait que c'est compliqué, et puis il y a cet entre-deux, en fait, qui est tout un tas de compétences qui peuvent être augmentées par l'IA. On voit bien, par exemple, moi, je suis dans un milieu très tech, entouré plein d'ingénieurs. Et les ingénieurs qu'il y a autour de moi, ils ne sont pas remplacés, hein. Ils sont hyper augmentés. Et la plupart sont contents. Enfin, en fait, tout ce qui les ralentissait dans le code, maintenant, est accéléré par l'IA. Et effectivement, alors c'est ceux qui ont de la seniorité, qui ont la capacité de challenger l'IA, de la cadrer, de finaliser, de relire, enfin voilà, de faire ce travail d'expert, en fait, avec l'IA, qui tire un peu leur épingle du jeu, quoi. Pas, effectivement, les juniors qui utilisent l'IA, eux, ils sont un peu largués, hein. Ils ont un peu du mal à voir si l'IA produit du bon contenu ou pas. Et là, c'est chaud, quoi. Donc, j'adore cette skills augmentable. Tu vois, c'est tout le problème qu'on va avoir dans l'avenir, c'est qu'il va falloir qu'on réussisse à conserver, malgré cette arrivée de l'IA, qu'on réussisse à dire aux jeunes, continuez de vous former sur tel ou tel sujet. Parce que le problème, c'est que s'ils ne se forment pas, c'est ce que tu dis, ils vont pas se former parce qu'ils vont dire l'IA sait faire, donc j'y vais. Ouais, sauf que tu n'es pas capable de jauger et de voir si l'IA te raconte des bêtises ou pas. Donc il faut que tu te formes avant de pouvoir justement pouvoir utiliser correctement l'IA. Il faut que tu aies ces compétences-là pour y arriver. Et ça va être vraiment un gros problème. Parce que les entreprises auront tendance à dire, bah, j'ai peu besoin de ce junior pour faire ça, parce que de toute façon, ces choses-là sont faites par l'IA. Donc du coup, ça veut dire que tu vas apprendre des jeunes qui finalement ont déjà, savent utiliser l'IA, mais n'ont pas développé les compétences derrière. Et donc, du coup, est-ce qu'ils vont... Franchement, il faut faire hyper gaffe. C'est pas le problème des seniors, parce que là, le problème des seniors et des expérimentés, au contraire, ils sont très heureux. Là, on a un vrai souci sur la gestion de nos juniors et de nos jeunes deep, et sur comment, en fait, on les amène à monter en compétences. Et c'est là, en fait, où tout le sujet, de mon point de vue, du mentorat, qui est un sujet qui est très peu utilisé en France, parce que c'est pareil, on n'aime pas les vieux non plus, est un sujet vraiment d'avenir, parce que c'est ce qui va pouvoir faire que on va pouvoir amener une transition qui sera convenable et qui sera bénéfique, ou sinon, si on ne le fait pas, franchement, j'ai peur que dans 10 ou 15 ans, on se retrouve avec une chute de qualité et de productivité due en fait à des erreurs d'intelligence artificielle qui ne sont pas maîtrisées par les personnes en question. Ça peut être vraiment dramatique si on ne fait pas attention. Et j'aime bien le fait que tu rappelles bah, du coup, apprendre, c'est intéressant. Moi, quand j'entends Laurent Alexandre qui dit arrêtez de faire médecine, ça sert à rien, les IA vont le faire, mais qui va comprendre ce que l'IA raconte? Je veux dire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, un peu capitaine, quoi, qui soit là. Moi, personne aujourd'hui complètement à même de complètement déléguer cette partie-là une IA, même si il y a des trucs qui ont montré que les IA étaient plus fortes que les médecins et que quand ils intervenaient, il y avait plus de mauvais diagnostics
que quand ils intervenaient pas du tout. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des gens qui sachent. C'est pas possible autrement, quoi, de faire tout en aveugle et tout déléguer en aveugle à une IA, parce que moi, je le vois, hein, quand elle me produit des trucs. Enfin, je peux rien faire en aveugle, en fait, hein. J'ai besoin de tout contrôler, sinon il y a plein de bêtises qui sont produites et des choses qui sont pas de qualité, en fait. Donc il faut reprendre, etc. C'est exactement ça. Et tu vois, quand tu parles de la médecine, c'est exactement ça. Le problème, c'est que ton intelligence artificielle, en fait, ne se remet pas en cause réellement. Alors, elle peut potentiellement en partie se remettre en cause, hein, c'est une réalité, mais on sait très bien que l'intelligence artificielle accentue les biais et accentue les erreurs. Donc, ça veut dire qu'il suffit que tu aies une micro-erreur, tu vois, dans ton côté médecine, tu as une micro-erreur. Donc, effectivement, initialement, comment dire, ton médecin, tes médecins sur plein de sujets vont faire plus d'erreurs que ton intelligence artificielle. C'est vrai, mais la micro-erreur que l'intelligence artificielle va faire, au fil du temps, elle va s'amplifier. Et si justement, comme tu dis, tu n'as plus de médecin, eh bien, il n'y aura plus personne pour voir cette amplification. Et après, derrière, ton IA va faire énormément d'erreurs, beaucoup plus que les médecins, parce que personne n'aurait été capable de revenir sur ces erreurs qui ont été faites et comment dire, de la contrer et justement de la réévaluer. Et donc, du coup, elle va faire n'importe quoi. Et Ouais. ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas se couper des compétences. On ne peut pas laisser, en fait, un outil. Ça reste un outil mathématique. Pour ceux qui ont fait des mathématiques, les mathématiques ne marchent que dans un référentiel donné, quoi. Donc, c'est-à-dire que si jamais demain on s'aperçoit qu'il y a une problématique et qu'on change le référentiel, tout s'effondre. Donc, il faut toujours des gens autour pour pouvoir faire en sorte comment dire, de recadrer ça. Ok, alors on va aller sur un autre de tes sujets d'expertise, parce que tu formes les RH à faire un peu leur premier pas sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et LinkedIn. Du coup, je voudrais qu'on se penche côté candidat, parce que est-ce que tu penses que c'est devenu un peu obligatoire ou que c'est recommandé de faire son trou sur les réseaux sociaux, de devenir un peu influenceur ou travailler sur personal branding sur les réseaux sociaux pour exister professionnellement, puis pour pouvoir décrocher un job de rêve, ou voilà. Et quand on est sur des problématiques, peut-être on va chercher des jobs un peu complexes. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que tout le monde doit faire ça? Enfin, comment tu vois les choses? Alors, c'est marrant parce qu'en plus, on avait fait un podcast, j'ai tourné un podcast il y a une dizaine de jours avec Eric Gras de Indeed sur le sujet du stalking comment dire, des candidats. Donc, être présent, de toute façon, on est présent. Quoi qu'il se passe, on est dessus. Les candidats sont sur les réseaux, les candidats vont voir les entreprises et les entreprises vont voir les candidats. Il y a une stat qui dit que 62% des entreprises ont déjà refusé, 62% des recruteurs ont déjà refusé un candidat par rapport aux informations qui étaient trouvées en ligne. Donc déjà, il y a une première partie qui est de dire, bon, vous êtes en ligne, donc faites attention à ce que vous faites, parce que si vous allez voir les entreprises vont vous voir. Logiquement, c'est interdit. On n'est pas censé, en fait, juger une personne par rapport à son contenu personnel. Mais malheureusement, si ton profil est public, tu ne pourras pas couper le fait que ça se passe et tu ne pourras pas couper ce qu'il en est. De la même manière que tu ne dois pas juger une personne sur son apparence physique ou sur la manière dont elle s'habille, mais tu sais très bien que si tu arrives en recrutement, en entretien de recrutement en pyjama, tu sais pertinemment que la personne va te juger et va faire travailler un biais inconscient qui est là. Tu ne peux pas le couper. Donc déjà, la première des choses, c'est avant de vouloir être influenceur, leader d'opinion ou tout ce que tu veux, déjà, il faut avoir une présence qui soit convenable. Ou pas, mais ça veut dire qu'on assume qui on est. Tu vois, ça, c'est une réalité. Il y a pareil, il y a aussi une stat qui dit que je crois que c'est 70% des candidats ont déjà retravaillé leur profil au vu d'entretiens qu'ils étaient censés passer par la suite, ou effacer des informations ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est un truc qui est beaucoup plus présent chez la Gen Z, bien évidemment, que chez les plus anciens. Mais en même temps, tu vois, ça joue sur le côté, ok, je sais pas, alors, il y a le côté privé, purement privé. Donc si tu fais des choses purement privées, bah, laisse-les en privé, ne les montre pas à tout le monde, ça c'est déjà le premier point. Puis après, il y a le côté semi-privé. Est-ce que c'est bien finalement de se cacher ou de ne pas se cacher? Je ne sais pas. Moi, je pars du principe que on est qui on est, hein. Si on ne plaît pas aux gens, on ne plaît pas aux gens. Si jamais il y a une entreprise qui vient voir qui je suis sur les réseaux et que je ne lui plais pas pour telle ou telle raison, au final, est-ce que j'aurais envie d'aller dans cette entreprise? Bah non, c'est moi qui suis là, tu vois. Donc si jamais qui je suis, ça ne lui plaît pas, et si jamais elle estime que qui je suis, ça passe sur le côté compétence au quotidien dans l'entreprise, bah écoute, c'est pas mes valeurs, c'est pas mon ADN, donc moi, je m'en fous, cette entreprise ne m'intéresse pas. C'est mon côté perso, c'est moi qui assume qui je suis, donc j'ai pas de problème par rapport à ça.
Maintenant, si jamais vous voulez pas, ou vous assumez pas forcément une partie de qui vous êtes, bah, à ce moment-là, il faut vous mettre en privé, il faut faire attention à ça. Ça, c'est le premier point. Donc, vraiment faire très attention à qui on est et à la manière dont on se présente. Euh, le deuxième point, c'est est-ce qu'on a besoin d'exister? Alors, ça dépend. J'ai envie de te dire, ça dépend, effectivement. Euh, Tu n'as pas besoin d'exister sur les réseaux. Il ne faut pas faire un travail de pseudo-influenceur pour dire, bah, tiens, je veux être recruté. Ce n'est pas forcément le cas. Maintenant, il est certain que dans certains domaines, aujourd'hui, le personal branding joue et c'est une compétence en tant que telle. Donc, si le personal branding est une compétence dans le domaine dans lequel tu vas être, forcément, ça sera mieux. Effectivement, je te dis n'importe quoi, mais si tu es recruteur ou recruteuse et que tu réussis à poster, alors il n'est pas question d'être influenceur ou leader d'opinion, mais que tu postes régulièrement sur les réseaux sociaux des sujets intéressants sur le recrutement, et bien ça forcément ça va être vu et ça va être un gage pour le recruteur que tu connais bien ton métier, que tu connais bien ton milieu. De la même manière pour n'importe quel autre métier. Si jamais tu postes des choses régulièrement sur ta manière de voir, ta manière de prendre du recul sur ton métier, sur ton secteur d'activité, sur toutes ces choses-là. Mais nécessairement, il n'est pas question d'avoir là, des likes, des vanity metrics et tout. Hein, c'est pas la question en fait. Mais c'est juste que ça te donne une dimension plus visuelle et plus, on va dire, ouverte au monde que ton recruteur ou ta recruteuse va pouvoir voir et se dire, ah bah tiens, non seulement c'est une personne qui a l'air de comprendre son métier, mais en plus elle a l'air d'être passionnée et intéressée par son métier, donc forcément, ben, ça rajoute un petit peu de choses dans le panier pour se dire, bah tiens, j'ai envie de la recruter, nécessairement. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais ça rajoute. Parce que ça montre en fait que tu t'intéresses. Ça ne veut pas dire que si jamais tu ne le fais pas, tu ne pourras pas être recruté. Mais il est certain qu'à l'heure comment dire, du stalking à tout va, forcément, ça peut faire la différence sur certains profils. Donc voilà, ou même ne serait-ce que s'intéresser justement, que de suivre des personnes, que d'aller commenter, pas forcément poster, tu vois. Montrer un petit peu une certaine activité autour du secteur, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et pour continuer un petit peu sur cette idée de recrutement et comment exister et sortir son épingle du jeu au niveau de son CV. Parce que alors aujourd'hui, alors ça, je le dis, j'aimerais bien que tu nous confirmes aussi si c'est un mythe ou la réalité. Parce qu'on dit que tout le monde a des CV similaires, parce qu'on fait tous notre CV avec ChatGPT, que tous ces CV sont évidemment optimisés pour passer les filtres des outils ATS qu'utilisaient les recruteurs pour gagner du temps, mais maintenant que les recruteurs croulent sous les CV qui se ressemblent tous et que voilà, finalement, personne n'est vraiment gagnant dans cette histoire parce que les CV sont tous boostés par les mêmes LLM et donc tous les CV se ressemblent. Alors, dis-moi un petit peu la réalité de ça, si tu peux la nuancer ou confirmer, je sais pas. Et puis surtout dire qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour que notre CV sorte et soit pas un peu noyé dans la masse. C'est le sujet, on va faire un webinaire à la rentrée avec l'APEC sur ce sujet-là, justement. Ok. C'est les IA parlent aux IA, hein, c'est exactement ça. Hein. Tu Eh oui. sais, ce système j'ai des IA qui se communiquent entre elles et tout, ainsi de suite, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les entreprises font leurs offres d'emploi par rapport à l'intelligence artificielle. Comment dire, elles trient les CV par rapport à l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on a des candidats qui font leur CV par intelligence artificielle pour pouvoir mettre dessus. Bon, c'est une réalité et ça, malheureusement, tu ne pourras pas y couper. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Si tu fais un batch comment dire, OK, tiens, je prends 10 annonces, sors-moi les meilleurs CV adaptés pour ces 10 annonces-là. Tu vois, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, tu ne sauras pas exactement ce qu'il en est parce que tu ne seras pas toi plongé dans l'annonce et tu n'auras pas toi essayé de comprendre qu'est-ce que tu peux mettre en avant pour pouvoir justement répondre à cette annonce. Donc l'idée, c'est pas de ne pas utiliser l'IA, c'est d'utiliser de manière intelligente par rapport à qui tu es et par rapport à ce que tu retrouves toi comment dire, dans cette annonce. Donc de mon point de vue, ce qu'il faudrait faire réellement, c'est déjà éviter au maximum, mais clairement, hein, éviter au maximum de postuler à 40, 50 annonces en même temps. Enfin, ça ne marche pas, on ne postule pas à 40 personnes en même temps. Si jamais tu le fais, c'est parce que en gros, tu n'as pas eu les outils qui étaient nécessaires pour pouvoir déceler l'entreprise qui te convient. On demande aux entreprises de recruter les candidats qui leur conviennent, mais il faut que les candidats aillent chercher les entreprises qui leur conviennent. Et il n'y a pas 50 entreprises qui vont te convenir, c'est pas vrai. Les ADN sont différents, les demandes réelles et les missions sont différentes, plein de choses sont différentes. Donc déjà, la première des choses, c'est d'essayer d'aller de voir, autant que faire se peut, parce que c'est pas toujours donné, mais la complexité en fait de l'ensemble de ce qu'on te propose.
Et là, à partir du moment où toi, tu demandes à l'intelligence artificielle de comprendre réellement le poste, de comprendre réellement l'ADN et de comprendre réellement ce qui est demandé, l'intelligence artificielle va pouvoir te faire un résumé de tout ça. Et de ce résumé, toi, tu essayes de voir à ton niveau qu'est-ce que tu peux intégrer à l'intérieur et qu'est-ce qui fait ta force. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir créer un CV qui sera vraiment adapté, mais adapté à qui tu es et à la demande réelle. Et pas simplement un CV qui dise, bah tiens, pour telle fiche de poste, tiens, je réponds à un job de, je sais pas, de data analyst. Oh, bah tiens, pour le job de data analyst, tiens, je te donne mon CV. C'est quoi le meilleur CV à faire pour un job de data analyst? Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de créer quelque chose, d'essayer de créer potentiellement une expérience de lecture pour comment dire, l'entreprise par rapport justement à sa demande initiale. Donc ça demande un peu plus de travail. Ça peut être complètement aidé par l'IA, il n'y a pas de problème, mais ça demande un peu plus de travail. Et surtout, ça demande une réflexion perso. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le turnover à 12 mois, il augmente. Il augmente de la faute des entreprises et de la faute des candidats. Pourquoi? Parce que les entreprises ne sont pas suffisamment transparentes et parce que les candidats, en fait, ne font pas suffisamment la recherche de se dire est-ce que cette entreprise ou ce job va fonctionner. Tant qu'on n'aura pas, en fait, cette honnêteté des deux côtés, ça ne pourra pas marcher. Il faut que les entreprises soient beaucoup plus transparentes et qu'elles puissent être justement beaucoup plus honnêtes sur les côtés positifs et négatifs de ce qu'elles proposent et que de l'autre côté, les candidats fassent un peu plus le choix de rechercher ce que les entreprises peuvent proposer. Et aujourd'hui, sincèrement, là pour le coup, ce n'est pas une question de fainéantise, hein. Alors, malheureusement, tu fais une recherche LLM, donc il faut que les entreprises aient fait le job. On pousse les entreprises, nous, à bosser sur le côté GIO, bien évidemment, parce que c'est ce qui marchera. Mais tu peux faire, voilà, je postule chez hippo.ai. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que représente Hippo? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux me donner les points positifs, les points négatifs et tout, ainsi de suite? Et l'IA va te faire un scoring de ce que ça peut te demander. Et pour le coup, à ça, tu dois t'adapter. Donc l'IA va t'aider pour ça. Et elle va t'aider à éviter d'aller chercher, à éviter d'aller creuser. Elle va t'aider à curer, à faire ta curation de manière plus simple, ce qui était plus difficile auparavant. Donc il faut s'en servir. Mais il faut que les candidats ne soient pas, entre guillemets, trop feignants et trop pressés. Ouais, c'est ça. Le volume et le vite fait, mal fait, finalement, Ah, vous sert pas, quoi. Il y a des non. outils, hein, tu payes un abonnement et ils te refont ton CV, ils postulent, je sais pas combien, à 20 je sais plus quelle est la promesse, hein, mais de postuler à une vingtaine d'entreprises par jour pendant un mois. Enfin, c'est débile, quoi. On envoie ton CV partout. Bon, peut-être que ça peut prendre, mais c'est quand même une stratégie spéciale. Et après, sur la structure même du CV, tu sais, tu as des outils, hein. Tu as un outil qui s'appelle CV Designer qui est très bien construit, qui est très bien foutu. Si toi, tu sais ce que tu veux mettre dedans, lui, il a l'habitude, parce qu'il a vu des millions et des millions et des millions de CV, il a l'habitude de te faire la structure. Mais juste, on parle de la structure, du cadre. Si jamais tu veux pas faire un truc comment dire, côté GPT sur la structure, des outils comme ça sont très bien, ils sont gratuits comment dire, pour les candidats. On passe au sujet d'après, parce que celui-là, j'ai trouvé dans tes vidéos quelques sujets qui m'ont interpellé, qui me plaisent en tout cas. Et tu as parlé tout à l'heure de la Gen Z, parce que ça, tout le monde en parle. C'est un peu, ça nous intrigue tellement, nous, et ça nous intéresse au point que, donc, moi, je perçois quelque chose qui est qu'on a beaucoup à apprendre finalement de cette génération, plus qu'à la critiquer. Mais on fait pas réflexe. Notre premier réflexe, c'est peut-être de la critiquer, mais on commence à comprendre qu'on a des choses à apprendre d'elle. Et typiquement, ben, quand on va chercher un nouveau job et qu'on essaye de réinventer un peu sa carrière, qu'est-ce que nos générations à nous, là, les millennials, les boomers, on a à apprendre de cette génération-là? Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ton échange que tu as eu sur ta vidéo sur cette génération-là? Bah, déjà, toutes les générations apportent leur lot comment dire, de nouveautés, hein. Ça, c'est une réalité. C'était toujours pour les vieux, c'était toujours mieux avant et les jeunes sont des jeunes cons. Et pour les jeunes, les vieux sont tous des vieux cons parce qu'ils comprennent pas que la vie et le monde évoluent. Et nous, on veut pas de ce monde-là. Ça a toujours été le cas, hein, quelles que soient les générations, ça a toujours été le cas. L'histoire se répète et l'histoire se répète encore. La seule différence, c'est que là, on a eu quand même une accélération extrêmement violente de cette maturité de la Gen Z suite justement au Covid, à tout ce qui s'est passé et aujourd'hui à l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'ils ont un accès à l'information qui est stratosphérique, donc ça a permis en fait d'accélérer leur vision des choses et surtout leur maturité. Euh, et cette accélération, en fait, elle s'est faite surtout sur un point. C'est pas que ils ont des volontés qui sont différentes de nous. Ils ont des volontés en fait qui sont les mêmes. Ils veulent pouvoir avoir un équilibre vie pro vie perso. Ils veulent pouvoir être bien payés. Ils veulent pouvoir, comment dire, participer au changement, aux évolutions. Tout ce qu'on demande. La seule différence,
c'est qu'ils veulent pas transiger. C'est-à-dire qu'ils veulent juste, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si c'est autrement, bah, je vais faire autre chose. Et c'est pas grave. Et en même temps, c'est normal parce que c'est des jeunes. Donc aujourd'hui, tu es jeune, tu n'as pas de problématique de famille, de ci, de ça, tu n'as pas de poids sur les épaules. Donc on te dit, bah écoute, j'ai envie de faire autre chose, bah, je vais faire autre chose. Je vais me barrer, je vais aller passer 6 mois en Australie, je vais aller trouver un métier là-bas, un job là-bas, je vais aller faire ci et ça. Donc ils n'ont pas cette pression sur les épaules et donc du coup, ils peuvent se permettre d'absolument pas transiger. Et ils ont raison. Parce que le fait de ne pas transiger, ça va amener au changement. Ça va amener à ces changements qui sont nécessaires et qui sont toujours trop lents, tu vois. Je te parle d'un changement qui est absolument... Enfin, moi, ça me fait complètement halluciner. C'est cette fameuse transparence salariale, tu vois. Normalement, elle est censée être mise en place aujourd'hui, tu vois. Ou demain, je sais plus. Enfin bon, voilà. Elle est censée être mise en place là. Et puis finalement, c'est un truc qui a été signé, hein, qui a été ratifié il y a 3 ans, hein, par les pays européens et par l'Europe. Ça a été ratifié, ça a été signé et tout. On n'y est pas. On est en train de repousser. Et là, alors que pourtant on pensait que finalement ça allait juste être repoussé et compagnie, et là tu vois la CGPME qui commence à dire ouais mais non, en fait ça va amener beaucoup de problèmes et ça va être relou et les DRH sont plus pour et ainsi de suite. Et tu commences à revenir en arrière. Mais non, non, on transige pas. Et la jeune génération, elle veut pas transiger. Elle veut connaître le salaire, elle veut savoir la grille salariale de l'entreprise, elle veut savoir ses évolutions, elle veut savoir tout ça. Et c'est nécessaire, tu vois. Et c'est obligé d'avoir des personnes qui ne transigent pas pour pouvoir justement avoir des évolutions. Et donc cette jeunesse, la vraie différence qu'elle a avec nous, c'est que nous, on est toujours dans un mood qui est de dire, bon, c'est pas grave, ça va, il n'a pas mis le salaire sur l'annonce, il m'a pas dit son truc et tout, c'est pas grave, on va avancer, je vais postuler quand même. Eux, ils disent non, terminé, tu me donnes pas, je vais ailleurs, je vais faire autre chose. Et ils ont raison. Et c'est la vraie grosse différence qu'il y a avec nous. Et sinon, après, derrière tout ça, comment dire, les attentes sont les mêmes, hein. Les attentes, elles ne changent pas, c'est exactement les mêmes. Tu parles à un jeune comment dire, de 20 piges, 25 piges, ou tu parles à quelqu'un qui a 40 ou 45 ans, les attentes sont approximables. Sur des moments de vie différents, bien évidemment, mais les attentes sont les mêmes, sont exactement pareilles. Ok, et donc il y a une autre vidéo récente qui m'a plu parce que évidemment elle est en lien aussi avec ce qu'on fait nous chez Hypo. Tu as abordé l'offboarding. Alors l'offboarding, c'est quand les gens en entreprise partent et quittent leur entreprise. Donc nous, chez Hypo, on utilise justement l'IA pour démocratiser l'outplacement, donc accompagner les gens vers des transitions professionnelles. Quand ils partent, c'est pas les larguer dans la nature, mais si par exemple ils partent pour insuffisance professionnelle, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé un job qui fit vraiment avec qui ils sont. Donc pourquoi pas les accompagner à réfléchir à un avenir ailleurs, trouver un autre cap professionnel, quoi. Et on voit que c'est quand même un loveboarding, un peu le parent pauvre côté entreprise, c'est qu'on parle tous de marque employeur autour de l'onboarding. Alors là, il y a des budgets et on met le paquet et on shine et on adore sur les salons. Et moi, je suis allée sur les salons pour parler d'offboarding. Bah dis donc, c'est pas leur sujet préféré, quoi. Donc on fait le minimum et basta, alors qu'il y a un enjeu de marque employeur important là-dessus et je trouve de bien se séparer de quelqu'un, comme on se sépare bien dans la vie, c'est mieux pour soi, hein. Pourquoi on n'arrive pas à le faire dans l'entreprise? Ouais, tu sais, c'est quand même surtout un sujet d'ego et c'est comme dans la vie en fait classique, hein. D'ailleurs, ce podcast qu'on a fait avec comment dire, Christelle de Foucault était juste génial parce que ça a justement changé en fait ma manière de voir les choses. Normalement, sur ma trame marketing RH, tu sais, on a une trame qui est issue du marketing classique, qui est la trame qui dit acquisition, activation, rétention, revenu, recommandation. Et tu vois, on va rajouter une petite brique qui va être le côté justement offboarding derrière, donc c'est-à-dire séparation. Tu vois, celui-ci, il est nécessaire. Mais c'est normal parce que la séparation, en fait, elle fait mal. La relation entre la vie amoureuse et la vie d'entreprise, c'est exactement ça. Tu vois, c'est-à-dire que tu vis ta vie d'entreprise comme ta vie amoureuse. C'est exactement pareil. Tu te séduis au départ, et donc c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au départ, tu as tendance à embellir les choses dans ta vie amoureuse, à dire tiens, hop, je te montre le bon côté du truc et tout. Ce qui est complètement con d'ailleurs, parce que de toute façon, après, quand tu t'en aperçois, c'est ça qui amène en fait aux séparations. Ensuite, tu as la vie classique, la fidélisation. Est-ce que tu vas justement maintenir ton couple longtemps par rapport à cette routine et tout? Puis après, tu as la séparation. La séparation, elle fait toujours mal. Parce que l'entreprise qui se sépare, si c'est elle qui se sépare d'un collaborateur,
potentiellement, si c'est pas bien fait, le collaborateur ou la collaboratrice va mal le vivre parce qu'elle va se vivre comme une injustice. C'est-à-dire qu'elle va se dire, bah, tiens, je suis viré, pourtant j'ai l'impression de bien faire mon travail, et pourtant un tel, et ainsi de suite. Donc elle va vivre comme une injustice. Donc ça, forcément, c'est compliqué. Donc déjà, il faut l'expliquer correctement. Il faut faire en sorte que l'offboarding se passe bien et soit juste, soit comment dire, cadré dans le temps, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui soit accompagné, et ensuite que ça se passe bien. Et puis c'est la même chose quand un collaborateur s'en va. C'est-à-dire que si le collaborateur s'en va, ben, la chef d'entreprise ou le chef d'entreprise prend ça comme une trahison. C'est-à-dire que j'avais mis de l'énergie, j'avais mis de l'argent, j'ai contribué à faire développer cette collaboratrice, ce collaborateur, et maintenant elle s'en va. Et en plus, souvent, le pire du pire, c'est qu'elle va s'en aller chez un concurrent. Parce que généralement, tu restes à peu près dans le même domaine, dans ce que tu sais faire. Donc c'est absolument abominable. Et ça, en fait, il faut réussir à passer au-delà et à comprendre, à prendre du recul et à se dire ben, pourquoi la personne s'en va. Est-ce qu'elle s'en va déjà pour des bonnes raisons ou est-ce qu'elle s'en va pour des mauvaises raisons? Essayez de comprendre ça. Est-ce qu'elle s'en va parce que moi, entreprise, j'ai fait des erreurs, j'ai pas su la comprendre, ou est-ce qu'elle s'en va tout simplement parce que le moment de vie fait qu'elle doit s'en aller? Et donc, du coup, essayer de se remettre en question, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc, réussir à avoir cette culture du feedback qui est encore plus importante sur le côté offboarding que sur tous les autres côtés. Et tu vois, et puis après se dire, bon ben voilà, j'ai une personne, moi, ici dans l'entreprise, c'est quelqu'un en plus que je connais depuis extrêmement longtemps, parce que je l'ai connu tout petit, et comment dire, et il est très bien dans l'entreprise, je l'ai pris en alternant, et il est là, ça fait maintenant 4 ans qu'il est là et tout, mais je sais qu'un jour il va partir. Et il faut qu'il parte. Parce que si jamais il part pas, il verra rien d'autre. Et pourtant, il est bien. Je lui donne tout, je fais tout et tout, mais il devra partir. Et le jour où il partira, ça me crèvera le cœur parce qu'il partira ailleurs et il partira dans une autre entreprise et très probablement chez un concurrent et compagnie. Mais c'est un moment de vie. Donc il faudra l'accompagner, il faudra le comprendre, et c'est nécessaire. Et si jamais tu fais ça, mais non seulement déjà tu travailles ta marque employeur, parce que c'est-à-dire que les personnes qui partent, eh ben, elles vont parler en bien, encore une fois, de ton entreprise. Tu ne vas pas casser cette confiance et toutes ces années qui se sont très bien passées pour un moment qui est un moment de séparation qui est dur, mais qui est un moment ponctuel. Très souvent, on peut avoir ces fameux salariés boomerang qui reviennent après chez toi et qui se disent, bah tiens, finalement, c'était pas mal, ou ce moment de vie dans lequel c'était nécessaire que je parte, ben, il est terminé, donc je vais revenir dans l'entreprise, tu vois, ça c'est important. Et puis tu t'évites aussi une sclérose interne. Parce que quand tu commences à avoir ce côté mauvaise séparation, ça joue surtout. Parce que les collaborateurs gardent généralement des relations entre elles. Et cette mauvaise séparation, elle va rejaillir un petit peu sur tout le monde. Donc tu vas te scléroser. Donc clairement, ce côté offboarding, il est primordial à travailler, mais il se travaille en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment de la séparation où il se travaille. Il se travaille au moment en fait, des entretiens annuels, du feedback continu, de réussir à comprendre les différents moments que vivent les collaboratrices et les collaborateurs pour pouvoir justement se dire, OK, j'ai une collaboratrice ou un collaborateur qui commence à être sur la tangente. Mais peut-être que de temps en temps, en fait, il faut accompagner cette tangente. Et arrêter de dire, tiens, je vais essayer de... Non, mais peut-être que comprends que tu as un moment où les chemins doivent se séparer. Parce que ce que toi, tu vas essayer de mettre en place, ça va aller un petit peu contre la dynamique de l'entreprise, sauf que c'est quelque chose que cette personne-là a besoin. Donc, il y a un moment donné, bah, écoute, ok, tu fais la transition, je sens qu'on n'est plus forcément en phase sur tout, on ne va pas attendre que ça se passe mal, on va faire en sorte d'eux. Et généralement, ça se passe très bien. Donc, tu accompagnes les entreprises aussi sur ces sujets-là ou plutôt toi sur le recrutement et la Alors nous, com? on était plus sur le recrutement, sur le marketing RH, mais Ouais, effectivement, dans la boucle de marketing, après, ouais, parce que c'est quelque chose que moi je fais au quotidien dans mon entreprise, ouais. tu vois, ce côté-là, c'est quelque chose de naturel. Mais c'est vrai qu'après cet échange avec Christelle, qui était un petit peu plus global, un petit peu plus général, aujourd'hui, on va accompagner les entreprises à comprendre ce mécanisme, en fait. C'est pas les accompagner à faire de l'offboarding, parce que c'est pas notre métier. Ça, c'est le métier de consultant, c'est ton métier, enfin, c'est le métier d'autres personnes, tu vois, que nous, mais plutôt à leur faire comprendre que dans ce cycle global, cette partie-là, elle est importante et il faut la travailler dès le départ. Ouais. Et gagner en sagesse. Mm. Plus que... ouais. Écoute, merci pour cet échange super riche. On arrive au bout un peu de notre interview. Est-ce qu'on peut terminer par un petit conseil? C'est un peu la tradition sur cette chaîne. Un petit conseil que tu peux donner aux candidats, une règle d'or pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui veulent décrocher un job, ça serait quoi? Comme en amour, il y a toujours une entreprise pour tout le monde, qui convient à tout le monde. Il faut juste la chercher et il faut juste, en fait, ne pas essayer comment dire, de vouloir forcer complètement les choses. Si on force les choses à aller dans une entreprise qui ne nous convient pas, soit ça va être quelque chose qui va être
succinct, c'est-à-dire que ça va s'arrêter vite, soit ça va amener en fait à un niveau comment dire, de problématique, de souffrance personnelle, si jamais on est mauvais en santé mentale, si jamais on a autant de problèmes de santé mentale, c'est aussi pour ça. Donc, chercher l'entreprise qui nous convient. Aller chercher, aller trouver, aller découvrir, comment dire, l'ADN des boîtes, creuser tout ça, aller voir pour pouvoir justement trouver les boîtes qui vous conviennent le mieux. C'est un job. Alors, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Chloé Ngassa. Bah, tu iras voir. C'est une fille qui aide beaucoup les candidats. C'est un job comment dire, que d'être candidat, que de postuler, d'essayer de travailler, comment dire, essayer de trouver un nouveau job, essayer de trouver l'entreprise. C'est un job à part entière. Il faut le faire correctement, mais surtout, il faut y prendre le temps de le faire. Il faut arrêter de céder aux différentes sirènes et simplicités qui peuvent se poser à nous, aux fameux outils tiens, tu postules comme tu disais tout à l'heure, tu postules à 10 offres d'emploi en un coup, tu swipes, tu postules, tu swipes, tu postules. C'est le pire des trucs à faire. Parce que vous allez vous retrouver dans une boîte, en fait, qui ne va pas vous comprendre. Alors, potentiellement, vous allez vous retrouver dans une bonne boîte, mais sinon, vous pourrez vous retrouver dans une boîte qui ne va pas vous comprendre, dans laquelle vous n'allez pas vous épanouir, et ça ne marchera pas. Pour moi, nous, on pousse les boîtes à rester elles-mêmes, il faut que les candidats restent eux-mêmes. Merci, hein, c'est encore une fois plein de sagesse tout ça. Et donc, merci pour tout ça. Merci pour le temps que tu nous as consacré pour accompagner et aider les candidats à retrouver un peu d'espoir dans ce monde de fous. Pour te retrouver, donc, c'est Nicolas Passetti sur LinkedIn, le barbu qui parle RH sur YouTube, où il y a plein de vidéos géniales. Franchement, je les ai pas toutes vues, hein, mais je sais que voilà, tout est vraiment de qualité. Donc, je vous le conseille et je te remercie. Si les gens ont des questions, ça passera par les réseaux sociaux, je suppose. Tu es assez Ouais, avec accessible plaisir. et c'était chouette. Merci d'avoir accepté cette invitation, en tout cas. Merci Anne-Laure, c'était très cool.